C'est parti pour la première table ronde. Quel futur énergétique pour la ville de demain? Donc, comme je vous le disais, on a un très beau plateau. On a donc Benoît Ricard. Benoît Ricard, vous êtes directeur associé et cofondateur de e-Énergie, un bureau d'études en conception fluide thermique et environnement, mais qui intervient également en AMO, si je ne me trompe pas. Yannick Jacquemart, vous êtes directeur nouvelle flexibilité pour le système électrique chez RTE France. Paulo Camejo, vous êtes membre du bureau SNCU et au conseil d'administration de la FEDEN et d'Amors, ça fait beaucoup, mais vous êtes aussi directeur des affaires publiques chez NJ Solutions. Et donc je suis entourée de deux maires, André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux, et Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay. Il y a des fans. On va commencer peut-être par vous, Yannick Jacquemart. Il est question de... Le contexte est un peu mouvementé. On parle de cherté de l'électricité, l'envolée du prix du gaz notamment, l'inflation, le plan de sobriété. Ça fait un beau tableau. Je vous laisse nous le dresser. Pardon. Bonjour à tous. Effectivement, donc dans cette journée de réseau de chaleur, je viens vous parler un peu électricité. Premier message, déjà, on n'est pas là, faut pas chercher à opposer les énergies, on a besoin de tout ce qui est décarboné. Donc il y a eu plein de débats en France, je crois que c'est en train de passer une énergie plutôt qu'une autre, c'est pas le sujet. Le seul sujet, c'est carboné ou pas carboné. Je crois que l'enjeu, c'est ça. Sur l'électricité, je sais pas si, normalement j'avais un slide. Oui. Tout le monde a en tête l'évolution des prix et les débats qui ont eu lieu cet hiver sur les possibles coupures. C'est effectivement un contexte tout à fait exceptionnel, une crise historique. On espère qu'elle est pour une partie derrière nous, pas totalement pour les hivers prochains au sens de sécurité d'approvisionnement, mais sur les prix, on espère que l'essentiel est derrière nous. Si on avance d'une slide, s'il vous plaît, simplement. Voilà, donc je sais pas, le mieux c'est peut-être que j'ai la zapette, je vais pas mobiliser trop de temps, comme ça je vais avancer. Simplement, pour rappeler l'historique, parce que souvent on dit tout ça c'est la guerre en Ukraine. Alors maintenant on dit c'est les centrales nucléaires. En fait, c'est un mélange de beaucoup de choses. Ça a démarré avant la guerre en Ukraine et avant les problèmes sur les centrales nucléaires, la montée des prix, et c'est la montée des prix du gaz, du fait de la reprise post-Covid. C'est important de ne pas oublier ça. Le marché du gaz est évidemment un marché mondial. Et donc la reprise chinoise, etc., a tiré les prix vers le haut dès la fin de l'année 2021. C'est dans ce contexte où déjà on s'inquiétait de ces prix très élevés, qui entraînent les prix de l'électricité pour des raisons que je ne vais pas détailler aujourd'hui, qu'est arrivée l'annonce assez brutale le 15 décembre 2021 d'un incident générique sur pas mal de centrales nucléaires et qui a fait peser un lourd déficit en fait sur la disponibilité du parc nucléaire toute l'année, et ça reste encore. Je n'ai pas dû appuyer là où il faut, ou alors, je ne sais pas si c'est moi. Hop, je suis désolé, je vais le faire à l'oral. Donc c'est bon, on est revenu, si ça fonctionne. Alors évidemment, il y a eu l'invasion par la Russie, donc il y a eu du yo-yo un peu sur le prix du gaz, et puis le prix du gaz, il a commencé à bien monter donc en mars. Ça recule, parce que ça c'est des prix spot, donc effectivement ça suit aussi l'évolution des températures, et c'est remonté très très fortement à l'été dernier avec une pointe extrêmement forte sur des prix du gaz, pile au moment quasiment où les consommateurs d'électricité devaient signer leur contrat, donc c'était assez terrible, avec des incidents dont tout le monde se souvient, le gazoduc Nord Stream qui a explosé dans la mer Baltique, etc. Et on a atteint quand même un sommet, si vous voyez les prix, là on est à 612 €, alors que là, le graphique il part à 100, donc c'est quand même x6. C'est pas plus 20%, c'est pas plus 30%, c'est x6 sur les prix du gaz. Ça a largement rabaissé à l'automne. Au fur et à mesure, on a bien vu que les stocks de gaz se remplissaient en Europe. C'est remonté, comme c'est des prix spot, au moment où l'hiver est arrivé. C'est remonté assez fort au moment de la vague de froid de décembre. C'est redescendu. En ce moment, on est plutôt sur des points bas. Ça descend. De toute façon, maintenant, c'est le printemps. Ça vous a pas échappé. Il y a un peu moins de tension. Tout le monde surveille la façon dont les stocks se remplissent en Europe pour l'hiver prochain. A priori, on devrait quand même avoir des prix qui sont pas ceux qu'on a eu l'été dernier. Cela étant, on n'est pas revenu à des prix normaux du gaz. Donc, ce
Ce préalable, hein, pour d'abord remettre peut-être un peu de contextualisation, parce qu'on a tendance à une actualité chassant l'autre à perdre le film, et puis surtout pour brosser un tableau pour l'avenir, rapidement, sur les 10 prochaines années, à quoi on s'attend. Alors, côté électricité, on va encore manquer d'électricité, ou en tout cas être court pendant 2-3 ans, parce que le programme de réparation sur la centrale nucléaire, ça dure ce temps-là. On espère qu'à partir de 2025, on n'aura plus ces problèmes l'hiver de marge sur l'électricité. Maintenant, le grand débat, et j'étais ce matin à une rencontre sur les scénarios à 2030-2035, le grand débat, c'est Fit for 55, à quelle vitesse on décarbone, combien d'électricité en plus pour ça, et est-ce qu'on sait à la fois avoir de la production qui démarre vite en même temps que la consommation va augmenter. Donc ça, c'est la vraie discussion. On n'est pas inquiet, mais il y a beaucoup d'actions à prendre très très vite. Et voilà, le mot de la fin sera le même qu'au début. On a besoin de tout et de tout le monde, côté sobriété, côté consommation et côté production. On voit bien qu'on est quand même sur une courbe ascendante. Paulo Camejo, en quoi les réseaux de chaleur s'inscrivent, parce que c'est un peu la question, dans le défi de la décarbonation. Et je crois que pour vous, l'ADN des réseaux de chaleur, c'est la récupération de la chaleur fatale. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je voulais rappeler. Déjà, je voulais rappeler la place de la chaleur dans la consommation d'énergie finale en France, parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'électricité, et c'est normal, mais la chaleur, c'est à peu près presque la moitié de la consommation d'énergie finale en France, en fait. Et cette chaleur, elle est à plus des 3/4 carbonée, en fait. Donc il y a une véritable urgence, effectivement, à accélérer sa décarbonation et à la verdir, en fait. Et toujours dans le contexte national, faut rappeler effectivement que la France a été le seul pays d'Europe à pas avoir respecté son objectif d'énergie renouvelable en 2020. On avait atteint 19% pour une moyenne européenne qui était à 22 et un objectif qui était à 23. Donc on est déjà dans un contexte où en fait on va pas assez vite, on est en retard en fait. Donc il y a un vrai sujet d'accélérer cette décarbonation et de parler chaleur en France, en fait, hein, en complément de la partie électricité. Alors, les réseaux de chaleur, pour répondre à ta question dans cette chaleur, en fait, c'est 5% de la chaleur consommée en France, en fait. Par contre, c'est de la chaleur vertueuse, parce que les réseaux de chaleur sont en moyenne à 63% verts, en fait. Je dirais, c'est super, mais c'est trop peu utilisé et trop peu connu, en fait. Voilà, donc ça c'est un premier constat effectivement qu'il y a une urgence effectivement à accélérer la décarbonation de la chaleur et le développement des réseaux en fait. Benoît Ricard, vous voulez compléter sur le sujet, je crois. Alors compléter sur le... Ouais. Quand on parle du futur énergétique de la ville de demain, qui est la thématique de notre table ronde, il est évident que les réseaux ont leur place, puisque on arrive aujourd'hui à avoir une production et une délivrance d'énergie à bateau en carbone, et que c'est bien la priorité et le sujet. Je crois qu'on se rejoint tous. Finalement, ça fait écho à la COP 2015 et à ce qui est la priorité absolue, puisque derrière, c'est le dérèglement climatique. La question qui vient derrière le réseau urbain de chaleur ou de froid, c'est comment on l'alimente, à partir de quelle énergie. Donc on a des unités de valorisation énergétique, je pense à ici les Moulineaux, avec des déchets, on comprend bien que c'est faible en carbone. On a de la géothermie, on en parlait avec le cas de la ville de Vélizy tout à l'heure, et ça se duplique beaucoup, donc c'est ces questions qu'il faut appréhender. Justement, on y vient. Donc, dans ce contexte agilité, justement, les énergies renouvelables peuvent être une solution en matière de souveraineté, mais aussi de décarbonation et de verdissement. Pascal Thévenot, donc vous êtes donc maire de Vélizy, Villacoublay. La ville est dotée d'un réseau de chaleur qui date de 1962, si je ne me trompe pas. Et vous avez décidé justement, elle est alimentée par 2 chaufferies gaz, et vous avez décidé d'opter pour un mix énergétique gaz-géothermie. Pourquoi ces choix en fait? Et si vous pouvez nous expliquer. Alors oui, en fait, Vélizy a toujours été un peu vertueux, innovant, puisque même à l'époque du réseau de chaleur gaz, c'était une cogénération. Donc on récupérait la vapeur et on produisait de l'électricité avec 2 turbines.
Mais ce qui a été expliqué récemment au niveau de l'environnement et au niveau du coût, en 2020, on savait que si on faisait rien, on n'allait pas verdir le réseau, et qu'en plus, rien qu'avec les taxes carbone et autres, le prix de la chaleur allait doubler dans les 5 ans. Donc on avait déjà eu envie à plusieurs fois, mais les techniques ne le permettaient pas, de transformer notre réseau de chaleur urbain qui produit toute la chaleur de tout le logement collectif de la ville, donc c'est l'équivalent de 12 000 logements, et de 20% de la zone tertiaire. Et on voulait, du coup, on avait choisi la géothermie, puisque les études montraient qu'on avait une faille, et finalement, les techniques pétrolières nous permettaient d'aller dans le Dogger. À l'ouest parisien, il n'y avait pas eu beaucoup de géothermie, parce que le sol n'était pas obligatoirement favorable, comme ça pouvait l'être dans l'est parisien. Et là, il y avait un coup à jouer, et donc on s'est lancé en fait dans une géothermie profonde. Géothermie profonde, je sais pas non. Mais donc c'est dans le Dogger, hein, on descend à 2 km, et la rupture technologique, et c'est là qu'on prenait le risque avec Engie, c'est que c'était un multidrain. Donc du coup, on descend à 1600 mètres, et après vous avez un multidrain qui descend encore à 600 mètres et qui permet d'avoir plus de puissance, et avec une température à 65 degrés. Voilà, donc c'est le schéma que vous avez là. Et on a décidé du coup de verdir notre réseau. Et ensuite, la chance qu'on a eue, c'est qu'on l'a non seulement verdi, mais et on en parlera peut-être après, on a monté une SAS qui a permis d'aller assez vite. Et du coup, en 2 ans, on l'a réalisé, et pour une mise en service en décembre 2021. Donc vous imaginez, c'est en plus tombé au bon moment, et ça a permis de verdir le budget de la ville et des Villisiens. Vous êtes plutôt content des résultats. Je crois que vous attendiez un 30%, 60%, et vous êtes au-dessus. Alors au départ, on imaginait, enfin les études on partait sur 65% de géothermie. Après, on a d'autres solutions, on travaille sur le but, c'est de passer à 100. Mais finalement, la crise a fait que on a tous baissé notre besoin en température. Hein. Les logements sont à 19, les bureaux aussi, et ce qui fait qu'on est passé à 70. Donc bon, là, c'est un effet mathématique, et le côté vertueux de la crise énergétique. Mais oui, ça s'est plutôt bien passé. Alors c'est une nouvelle technique, donc il y a des modèles mathématiques qu'il a fallu pendant 1 an adapter, puisque c'est pas comme du gaz. Hein. Le gaz, vous avez, tout le monde prend sa douche en même temps, c'est pas grave, hein. Vous le réglez et ça passe. La puissance augmente au même moment. Là, il y a quand même un délai à respecter. Donc là, les modèles mathématiques, le réglage des pompes à chaleur, le retour aussi de la température de l'eau qui reste encore à améliorer. On a encore des performances à augmenter, mais il est clair que oui, non, on n'a pas eu. C'est le cas optimum en fait. Vous étiez assez fier de dire que votre piscine, elle a été chauffée à moindre coût. Je vous relance parce que c'était un chiffre important. Alors oui, c'est clair que quand on l'a lancé, les Villisiens étaient plutôt fiers d'avoir un réseau de chaleur vert et qui protégeait l'environnement. Après, quand à l'époque, ça devait être l'été dernier, quand on voyait toutes les piscines qui étaient obligées de fermer, parce que la piscine, c'est quand même le plus gros consommateur de chaleur dans un équipement public. Et ça la chaleur, c'est 115 000 € en fait, le coût de la chaleur de la piscine avant crise. Et moi, j'ai pu garder 115 000. Si on était resté à 100% gaz, on serait passé à plus de 700 000 €. Donc oui, donc là, c'est ce qui explique que certaines collectivités n'ont pas pu en fait continuer et ont dû revoir soit une source gaz différente négociée différemment, soit fermer les piscines. Super, merci. André Santini, vous aussi, donc vous venez d'inaugurer le nouveau quartier d'ici, Cœur de Ville, avec plein d'avantages. Plusieurs points ont été abordés dans ce quartier, la végétalisation, les mobilités, la gestion de l'eau ou encore même de l'énergie, c'est le sujet. Ce quartier est justement doté d'un réseau de chaleur et de froid,
fonctionnant à 70% par des ENR, si je ne me trompe pas. Il est alimenté non seulement par de la géothermie, mais il est également alimenté par 4 thermofrigopompes et du stockage de glace. C'est assez innovant. Je crois qu'il y a même des panneaux photovoltaïques en appoint. Donc, si vous pouvez nous en parler, puisque c'est plutôt innovant aussi. L'intérêt surtout, c'est que tout ça s'est rajouté après. La géothermie n'était pas prévue. Et comme on l'avait déjà expérimenté au fort, où ça a très bien marché, bon, avec des gens qui étaient sceptiques, on a même rajouté la collecte pneumatique. Quand j'ai vu le bordel des tranchées de la géothermie, je dis au point où on en est, on n'a qu'à continuer Verdun. Et évidemment, ça gueulait dans tous les coins, etc. Là, quand je suis passé avec les factures d'électricité qui avaient baissé, ils commençaient à comprendre. J'ai même fait une piscine feng shui. C'était une toquade comme ça, encore une idée du maire, une idée à la con, qui marche très bien parce que j'ai confié ça à 2 jeunes marocaines qui ont première fois gagné un concours chez nous. Et c'était intéressant. Et puis, on a même un hammam avec du cobalt. Ça coûte une fortune, mais c'est ce qu'il fallait pour la mode. Et ça marche très bien. Et pour le collecte pneumatique, on a l'usine d'incinération en bas que j'ai relookée puisque elle est maintenant tellement belle qu'elle a coûté une crise en Italie. Puisque le maire de Rome est venu, il a découvert cette usine avec des cheminées couchées, parce que comme on m'a dit qu'elle ne polluait pas, on n'a qu'à les mettre à plat ventre, et puis on n'aura pas des cheminées qui fument et qui emmerdent tout le monde. On m'a dit tu n'auras pas l'occasion de faire des sièges. C'est vrai qu'on a juste le siège de Microsoft, on a juste le siège de Capgemini, juste le siège de Orange, le siège de la Camille, c'est rien, quoi, vous voyez tout ça. C'est déjà pas mal. Quand on a une usine d'incinération, autant que ça rapporte. Et donc le maire de Rome a raconté tout ça à ses copains. Et les gars ont dit, mais tu es fou, quoi. Comme il était allié avec les écolos, tu es maintenant pour l'incinération, pauvre con. Donc, ils l'ont balancé et Madame Meloni s'est retrouvée à la tête de la coalition. C'est quand même formidable. Grâce à moi, on a changé le Premier ministre d'Italie. Pour le reste, c'est vrai qu'on a mis en même temps, parce qu'il faut choisir des grands promoteurs, il ne faut pas choisir des artisans et des tocards. Nous, on a pris Capgemini, Taravella, il a mis que 2 milliards là-dedans, et nous, on a quand même mis 1 euro. Hein, j'ai du mal à expliquer ça aux gens, mais ça marche comme ça. Et puis, on a utilisé, par exemple, les grues de Bouygues pour planter 150 arbres de 12 mètres. Parce que pour planter des arbres de 12 mètres, il faut des grues. Et puis, on a évidemment mis la collecte pneumatique. Personne n'y croyait. Et ça ne marche pas, monsieur le maire, vous savez, évidemment. Moi, j'ai vu au Danemark, ça marchait. Alors, il y a une société qui s'appelle Dalkia là-bas. Donc, on les a ramenés et puis ça marche très bien. C'est drôle. En France, tout ce que j'ai fait, moi, je l'ai fait contre. C'est facile. Quand j'ai pas des gens qui sont contre quelque chose, je dis ça va pas marcher ce truc-là. Et puis ça marche toujours très bien. Et maintenant, on est très content. Et puis on a vendu les appartements, 625 appartements à 17 000 euros le mètre. Les gens m'ont dit mais c'est plus cher que Paris. Je dis c'est normal, c'est mieux. Donc ça s'est passé comme ça. On a mis les commerces par exemple sur un espace vert. Tout ça parce une dame qui est médecin à l'hôpital Percy me dit « Pourquoi vous ne mettez pas vos commerces sur des espaces verts ?» Je dis « Elle est un peu bizarre, la bonne femme, là. » Mais c'est peut-être pas idiot. Finalement, les gens sont très contents d'avoir des magasins sur les espaces verts plutôt qu'en cave ou au-dessus. Et ça se passe très bien. Monsieur le maire, je vous relance plutôt sur le réseau de chaleur, en fait, alors, et de réseau froid. De chaleur. Parce que là, on est parti sur l'écoquartier. Mais tout marche en même temps. C'est sûr. Et le réseau de chaleur donc fonctionne. Et j'ai fait rajouter des pompes pour la géothermie et en même temps pour le froid, parce que je suis pas très malin. Je suis en droit et en sciences politiques, ça donne rien pour la science, mais j'ai quand même observé qu'on avait des périodes de canicule, si vous avez noté. Alors on en a vécu une, on l'a traversée avec un cas, et j'ai dit la prochaine fois, il vaudrait mieux qu'on ait une pièce par appartement, y compris social, pour les personnes âgées et les enfants. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a rajouté, on a discuté avec les gens,
on les a d'abord mis dans le circuit parce que quand on est face à une cité où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup d'espaces verts, eh bien, il faut pas que dans les logements sociaux, ça reste à côté. C'est encore un sentiment de discrimination négatif. Donc, on a mis ça et ça se passe très bien. Donc, du chaud et du froid. Donc, Chaud le et froid froid. n'est plus un luxe. Non? Je crois que vous, Pascal Thévenot, vous avez souhaité ajouter du froid, mais que ça n'a pas été possible pour des questions de coût un peu trop onéreux. Ah. C'est ce que vous m'aviez dit. Alors, on veut rajouter du froid, alors plutôt pour le tertiaire, mais la géothermie profonde, en fait, donc là, n'a pas permis, puisque c'était plutôt l'investissement. Parce que c'est clair que quand on lance une centrale de froid, et pour le chaud, le froid, en fait, c'est réversible. Et ma question, voilà, l'envie, c'était, on va faire un deuxième puits de géothermie et on va pouvoir produire du froid. Et ça pourrait plus être expliqué par les techniciens. Mais donc ça n'a pas été possible. Mais on va quand même le verdir puisqu'on va servir mon voisin d'RTE quelque part qui veut nous faire de l'électricité verte. Et ça reste quand même plus vertueux d'avoir une centrale de froid que de plusieurs centrales individuelles, des splits individuels dans chaque entreprise. Et ce qui fait que ça va me permettre, alors peut-être pas de piquer Orange ou Capgemini à Issy-les-Moulineaux, même si on aime bien se battre tous les deux, mais qui me pique pas Dassault ou Thales en fait. On voit la concurrence. Benoît Ricard, vous insistez, vous, sur la concomitance des besoins. Pour vous, c'est essentiel? Alors, c'est essentiel parce que ça permet, et c'est l'objectif du slide qu'on a sous les yeux là, d'augmenter ce fameux taux d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que si vous regardez en haut, il y a un petit rectangle vert qui montre que le besoin en chaud et en froid est identique dans un premier temps. Et donc, grosso modo, la production de froid permet d'assurer la production de chaud, puisque quand on fait du froid, on fait du chaud. C'est alimenté par de l'électricité, c'est le petit pavé jaune plein qui est à droite. Ensuite, on descend, ça ne suffit plus, et donc on va déclencher la géothermie, et la géothermie nécessite également de l'électricité, puisqu'il faut aller capter l'eau, ou la faire circuler dans des sondes sèches, donc ce sont tout ça des organes qui fonctionnent à l'électricité. On peut ensuite ajouter des possibilités comment dirais-je, de production AENR très très fortes. Ça peut être des data centers. Là, on a l'exemple des chaudières numériques qui elles aussi sont très fortes en ENR. Et enfin seulement, et l'objectif c'est d'arriver à ce que cette part de enfin soit faible, on a ce qu'on appelle l'appoint, puisqu'on est allé au bout du bout de tout ce qui pouvait être élevé en taux d'ENR. Et le sujet de l'appoint, aujourd'hui, c'est souvent du gaz que l'on trouve, mais ça peut être, je crois que c'est l'exemple que vous citiez tout à l'heure, monsieur le maire, un data center qui amène une chaleur latente ou un puits complémentaire. Alors, il y a l'appoint, il y a le secours à gérer, puisque ces installations, elles peuvent quand même ponctuellement tomber en panne. Donc, tout cet empilement des trois graphes, vous voyez qu'en bas, il y a donc du jaune pour l'électricité et du marron pour le gaz, eh bien, permettent de calculer un taux d'ENR. On l'a indiqué ici à 70%. Ce qu'on peut retenir, c'est que le taux minimal dans ces sujets est posé à 50% parce qu'il est déclencheur d'une TVA réduite pour une partie de la facture, mais que je crois comprendre que le législateur réfléchit à rehausser ce taux minimal. Le 70% est rencontré dans bon nombre de cas et il me semble aujourd'hui relativement intéressant et relativement ambitieux. Et puis derrière, il y a une ligne qui évoque le grammage de ce qu'on appelle l'équivalent CO2, puisque vous savez que tout ce qui est effet de serre, ce qui est le bout du bout, on lutte contre l'émission de gaz à effet de serre et ramené en équivalent CO2, est exprimé par kilowattheure. Donc au final, on a une énergie qui est exprimée avec un taux de NR et un grammage d'équivalent CO2 par kilowattheure. Et pour finir sur la question posée, plus il y a de concomitance de besoins, et c'est pour ça que c'est très intéressant à l'échelle d'un quartier, ce qu'on a vécu sur ICV, où il y a des logements, y compris rafraîchis, des centres commerciaux qui ont besoin de froid, ou des ouvrages fonctionnels type cinéma qui ont besoin de froid, qui vont permettre d'avoir un taux de NR très fort pour le chaud que demande tout au long de l'année, par exemple, l'eau chaude sanitaire des logements, puisqu'on se lave à l'eau chaude a priori toute l'année. C'est ça qui est très important et intéressant. Merci pour votre éclairage. Quand on a préparé la table ronde, pour vous, la politique énergétique de la ville, Benoît Ricard, passe par le sol. Peut-être qu'il faudrait le rappeler.
Par le sol. Oui. Oui, alors là on parle de réseau, on citait tout à l'heure les moyens d'approvisionner les réseaux urbains. On a encore des concessionnaires qui, faut le savoir, hein, parce que c'est une histoire et c'est une réalité, travaillent avec un petit pourcentage certes, mais de fioul lourd. Et bien évidemment l'idée c'est pour aller chercher un taux de NR important, d'aller chercher ce qui se passe notamment dans le sol. Il ne vous a probablement pas échappé que la géothermie est un sujet dont on entend de plus en plus parler, qui a un inconvénient, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un capex, c'est-à-dire un niveau d'investissement qui est fort au départ, mais qui s'atténue si on raisonne financièrement en termes de retour sur investissement, puisque la courbe présentée par Monsieur Jacquemart tout à l'heure nous montre que l'évolution des coûts et de l'énergie est très forte. Et quand on est en utilisation de ce qu'il y a dans le sol, eh bien, on est protégé des vicissitudes ou des aléas de cette courbe. Et au final, on a des utilisateurs de l'énergie qui a un niveau de facture très intéressant par rapport à un benchmark marché actuel. Il était question de chaud et de froid. Pour vous, Paulo Camejo, le froid reste, hélas, le parent pauvre. Alors, avant de répondre à la question, je voulais nous féliciter de cette table ronde, parce que c'est une table ronde sur les réseaux de chaleur, et depuis le début, on parle que de réseaux de froid. D'habitude, en fait, on se rappelle le froid à la fin des conférences de presse ou des choses, et c'est quand même, je trouve, effectivement remarquable. Alors oui, parce qu'il y a 900 réseaux de chaleur en France, et 35 réseaux de froid, en fait. Donc quand je disais tout à l'heure que les réseaux de chaleur, c'était déjà très peu, 5% de la chaleur consommée en France, j'ose même pas faire le calcul pour les réseaux de froid, en fait. Et c'est très dommage parce que il faut se le rappeler, les réseaux de froid collectifs, c'est 2 fois plus efficace qu'une solution individuelle. Ça va consommer 2 fois moins d'électricité, ça va émettre 2 fois moins d'équivalent carbone, et ça va consommer 90% de moins de fluide frigorifienne. Donc ça a quand même beaucoup d'intérêts environnementaux, en fait. Et c'est vrai que l'ADEME le souligne souvent, et notamment dans un rapport l'année dernière sur le rafraîchissement des villes. La solution la plus efficace, c'est bien la solution collective de rafraîchissement, donc c'est les réseaux. Et ensuite, effectivement, la géothermie à l'échelle des bâtiments, en fait. Et la solution à éviter, c'est la prolifération des solutions individuelles non maîtrisées, en fait. Après, quand je dis c'est le parent pauvre, oui, parce que aujourd'hui, quand on parle de froid renouvelable, on a attendu une définition pendant des années. Alors, elle existe depuis décembre 2021, sauf qu'elle n'est pas très favorable aux équipements collectifs et aux réseaux, en fait. Donc, et pour une fois, la France, effectivement, est en train de demander, au lieu de faire une surtransposition, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure pour préparer, on est en train de faire une sous-transposition dans la limite de ce qui est autorisé. On espère effectivement que ça aboutisse. C'est important parce que derrière cette définition, ça permettrait de demander effectivement une TVA réduite pour les réseaux de froid comme pour les réseaux de chaud. Ça permettrait aussi à l'ADEME d'augmenter les calculs des subventions, et tout ça est de nature effectivement à accélérer le développement des réseaux de froid, en fait. Merci. On passe, il était tout à l'heure question de montage financier. Monsieur le maire Pascal Thévenot, quel est le montage financier de ce type de projet et qui finance quoi et quel est le coût pour la ville? Alors, dans le cas de la géothermie de Vélizy, en fait, on a bénéficié, on voulait, bon après je viens du privé, donc c'était peut-être aussi plus facile, on s'est engouffré en fait dans la possibilité de monter une SAS, ENR, puisque le législateur avait permis à une collectivité, pas de monter une SAM ou autre, mais de monter une SAS dans le cas d'énergie renouvelable. Et ce qui fait que on a monté une SAS avec Engie, qui était l'opérateur, et à 80-20. Cette SAS a été plus rapide à monter, c'est ça? Alors la SAS, ça a été plus rapide à monter, mais c'est surtout qu'après les marchés ont été beaucoup plus rapides à monter. Si on n'avait pas eu cette possibilité, on n'aurait jamais pu le faire en 2 ans, quoi. Et donc ça devient une entreprise privée classique, société anonyme, avec le coût pour la ville. En fait, vous avez 2 maires qui utilisent plutôt le côté vertueux du privé, parce que à partir du moment où c'est une solution qui a une rentabilité et qui est plutôt vertueuse, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin il y a besoin d'un peu de subventions pour garantir le prix sortant aux administrés, parce que c'est une nouvelle technologie, donc on n'est pas encore totalement au point.
au niveau du prix, mais la ville a simplement valorisé le terrain, ce qui a permis d'apporter les 20% de capital. C'est un coût de 25 millions et vous avez, on a l'ADEME qui a subventionné à 5 millions, la région à 3. Et comme c'était en plus une première, c'est pour ça que si vous regardez le financement, il y a 1 million qui avait été apporté aussi par l'ADEME, mais plus qui était un coût supplémentaire qui permettait de caractériser le sol de l'Ouest parisien pour qu'ensuite ça puisse être dupliqué dans d'autres collectivités qui sont sur la même faille. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, dans l'Ouest parisien, il y a pas mal de solutions équivalentes qui sont en train de se monter. Donc finalement, pour la ville, j'ai apporté un terrain, et vous l'avez peut-être vu rapidement tout à l'heure, c'était un chantier important au moment du forage, puisque en plus on était à quelques mètres de la piste de Villacoublay, et ça montait à 40 mètres, mais à l'arrivée, vous avez un bâtiment finalement qui fait 900 mètres carrés, qui est à 3 mètres de haut, et qui s'intègre facilement dans... Voilà, ça c'est le bâtiment final, ça c'était le forage. Et par contre, l'intérêt, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, on a calculé le prix, le but c'était de garantir la chaleur au même prix que le coût de 2019. Et sur un amortissement sur 30 ans, et ce qui fait que aujourd'hui, si on sort le kilowattheure de chaleur à 100 € le mégawatt, alors que sans bouclier, il serait à plus de 200 € si on était resté 100% gaz, même 260. Et on n'a pas voulu bénéficier de l'effet d'aubaine de la croissance du gaz. On a continué à maintenir nos 30 ans d'amortissement pour garantir un prix, le prix de 2019 aux administrés et aux entreprises. Donc voilà, il y a aussi un intérêt économique pour nos entreprises et puis de charges pour tous les administrés, puisque je leur dis, il n'y a pas quasiment de bâtiments collectifs ou d'équipements publics qui ne sont pas reliés à la géothermie. Puis finalement, donc, un investissement de 25 millions, amortissement sur 30 ans, avec un coût finalement mineur pour la ville et finalement une attractivité intéressante. Vous pouvez peut-être avoir Capgemini finalement chez vous. Non, parce qu'on aime bien, on se base sur plutôt les entreprises à venir tous les deux. Mais puis il y a de la place. On n'est pas beaucoup en fait à pouvoir attirer ces entreprises-là, donc il y a de la place pour tous les deux. Mais oui, mais c'est clair que même dans les contraintes que les entreprises doivent avoir au niveau de leur empreinte carbone, le fait d'avoir des réseaux de chaleur, des réseaux de froid et tout cet environnement vertueux fait qu'elles ont des facilités à s'implanter chez nous, puisque elles répondent déjà aux critères qui sont demandés sur tout ce qui est empreinte carbone. Et puis tout ce qui est contrat tertiaire, des choses comme ça. Monsieur le maire André Santini, pour vous, c'est le même retour d'expérience? Quel est le montage financier? Je viens de sauver Arte, parce qu'ils étaient dans une grosse compagnie d'assurance qui n'a que 45 milliards investis dans l'immobilier et qui continue à se comporter comme des faucons. Ils avaient également Marie-Claire, et j'étais très copain avec Madame Prouveau, et puis elle est morte, tragiquement. Et c'est son fils qui est arrivé, lui, alors il veut tout casser parce qu'il est intelligent, donc il va aller à Levallois. Il a raison, les filles sont folles furieuses, surtout qu'on a maintenant tout le quartier du cœur de ville. Donc j'ai pu obtenir de sauver Arte. Parce qu'Arte, ils ont un capital mixte avec les Allemands, c'est la législation des appels d'offres pour avoir du pognon. C'est très compliqué, hein. Les maires, là encore, grâce à Sarko, on n'a plus de taxes professionnelles, grâce à Macron, il n'y a plus de taxes d'habitation. Donc il faut gigoter, mes pauvres amis, et expliquer ça aux gens. Alors en plus, effectivement, Capgemini, ils sont 285 000, qu'est-ce que ça leur fout de payer 30 000 €, hein? C'est une erreur, ça, j'ai été le dire à Sarko. Donc aujourd'hui, on continue à se battre, et pour les nouvelles entreprises, c'est pas évident parce qu'il n'y a plus beaucoup de rentrées, hein. Bientôt,
On construira plus, même plus d'appartements, puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation. Enfin, c'est quand même un peu ringard. Hein. Et concernant le montage financier, en fait, de ce que vous avez investi, la géothermie, thermofrigo-pompe, comment ça s'est passé? Beaucoup mieux que prévu, parce qu'on a mis du temps, 14 ans de négociation. Le fort, c'est 14 ans de négociation. Le CNET, un hangar que j'ai remplacé, c'est 14 ans de négociation. En Asie, le chiffre maudit, c'est le 6. Pour moi, c'est le 14. Ça n'arrête pas. Il faut se battre tout le temps. Premièrement, mes chers copains, il faut durer. Moi, ça ne fait que 42 ans que je dure, donc ça va. Les promoteurs commencent à avoir l'habitude, mes colères, mes sourires, tout marche très bien. Si vous n'êtes pas capable de ça, ben vous n'existez pas. On viendra pas chez vous. D'abord, qui c'est le maire de machin? Ça n'arrête pas de changer aujourd'hui. Donc, il faut, là encore, qu'il y ait une population. On perd beaucoup de temps aujourd'hui avec les recours. Moi, j'explique à mes adjoints, à la japonaise, tout le temps que vous perdez avant, il est gagné 2 fois pour après. Parce que si vous entrez dans la période des recours, vous n'en sortez pas. Et donc, là encore, moi, je suis très content de n'avoir pas de recours. C'est un signe de perfection. Il y a beaucoup de gouvernements qui feraient bien de s'en inspirer. Mais il faut que ce soit des petits maires, comme le maire de Vélizy ou moi, qui s'attachent à ces dossiers. Vous savez, discuter avec une compagnie d'assurance pour lui dire, mais enfin, Arte, eux, ils s'en foutent, hein, Arte ou pas. Qui est-ce qui paye le loyer? On verra après. Il faut donc qu'on sauve nos entreprises. Mais à nouveau, les maires se retrouvent, alors qu'avant, on avait des recettes, maintenant, on n'a plus rien. Alors, heureusement, je construis l'hôtel de la Reine Margot, hein, qui va être ouvert bientôt le jour de la Saint-Barthélemy. C'est normal pour la Reine Margot. Et donc, là encore, j'ai vu que on va avoir la Coupe du Monde de rugby et on loue nos chambres à 800 €. Alors, ils ont dit, ça, c'est cher. Non, c'est pas cher. C'est pour jouer au rugby, faire les cons et tout, et la troisième mi-temps, non, c'est pas cher. Mais il faut, là encore, que les maires se lancent dans des trucs difficiles. Alors, effectivement, il faudra qu'on branche la géothermie, là aussi, et le froid là-dessus. Merci. Benoît Ricard, avez-vous des conseils quant au coût? Vous vouliez parler? Parce que, non. Des conseils quant au coût, au montage Phase Studio, on a quand même de nombreuses... oui, je vous mets la slide. Donc voilà. Et quelle stratégie? Merci Stéphanie. Alors des conseils, je ne sais pas, mais de l'éclairage probablement, parce qu'en fait, avant de dispenser du conseil, il faut que l'on comprenne. Merci beaucoup. Il faut que l'on comprenne un peu comment fonctionne le financement de ces réseaux. Donc si on regarde ce slide, vous avez l'investissement total pour le réseau urbain qui est dessiné en 3 nuances de violet. Et puis dans la vie d'un réseau, à l'échelle d'une délégation de service public ou d'un bail civil pour des opérateurs dans le contrat de marché privé, vous avez en bleu ciel l'exploitation du réseau et l'achat de l'énergie dans la vie quotidienne. Donc toute cette barre colorée à gauche, c'est ce qui coûte à l'opérateur du réseau de chaud ou de froid urbain, puisqu'il peut y avoir les deux. Et puis à droite, c'est les terminologies un peu ésotériques, mais qu'on trouve assez systématiquement dans les facturations que les utilisateurs finaux de l'énergie vont avoir à payer. Donc l'achat de l'énergie, il se traduit en ligne directe par un terme qu'on appelle R1, qui est le prix d'énergie exprimé en euros du mégawattheure. L'exploitation du réseau va avoir 3 termes, R2.1, R2.2, R2.3, je rentre pas dans le détail, c'est pas l'objet. Et puis surtout, toute la partie CAPEX d'investissement trouve son issue de facturation dans le terme R24. Et vous voyez que l'empilement de ce qui est à droite ne peut pas être équivalent à l'empilement de la colonne de gauche, sans quoi le coût pour l'utilisateur serait dans bien des cas insoutenable. Alors il y a 2 choses par rapport à ça. Il y a le fait que, on l'a vu tout à l'heure avec la région et avec l'ADEME sur Vélizy, il y a des aides et des subventions. Et puis il y a la participation, là il est indiqué promoteur, en réalité ça peut être la collectivité, ça peut être l'aménageur privé ou public. Tout ça se regarde de façon à ce que chacun puisse avoir une idée claire de ce qu'il a à mettre sur la table pour que la somme des termes qui sont à droite,
qui s'appelle facture énergétique utilisateur, soit soutenable. Et ce qu'on peut noter dans ce graphe, c'est que le coût de l'énergie in fine, lié à ce qu'on appelle la molécule ou à l'électron de l'énergie en tant que telle, qui est le terme R1, est assez faible par rapport au coût total de la facture. En général, on a des pourcentages qui évoluent entre 20 et 30%. Ce qui veut dire que les évolutions du coût de l'énergie qu'on regardait en entame sur le premier slide vont impacter sur seulement 20 ou 30%. Et donc on se protège dans ces montages de hausse spectaculaire des énergies, comme on l'a vu depuis 2021. Rapidement, Benoît Ricard, on parlait de retour sur investissement quand on a préparé la table ronde. Quel est le retour d'investissement idéal? Très rapidement. Alors, c'est pas facile de répondre parce que le retour sur investissement, en fait, il vaut quand on est à la fois propriétaire et utilisateur. C'est-à-dire quand on a payé les coûts d'investissement et quand on paye les charges. On a souvent des temps de retour quand on compare des solutions énergétiques pour des propriétaires qui paieraient leurs charges autour de 7, 8, 9 ans. Avec le coût de l'énergie actuel, je pense que ces taux vont évoluer. Voilà, pour faire vite. Merci. Yannick Jacquemart, pour vous, il est important de connaître les besoins de consommation et d'en garder le contrôle et le suivi. On en a discuté, c'est pour vous un élément essentiel. Oui, vous me demandiez quel type de conseils on peut donner à des gestionnaires de bâtiments, des maires, des gens. Et c'est pas si simple, l'énergie, c'est pas un sujet si évident finalement. Alors, il y a quelque chose que les gens, sur lequel on s'est beaucoup amélioré depuis un an, c'est que des gens en parlent et on regarde les factures. Mais après, il faut les comprendre. Et moi, mon conseil principal, il est, alors s'agissant de l'électricité notamment, mais je vais faire le lien parce que tout ce dont on parle là de chaleur, ça se stocke. L'électricité, par nature, comme chacun le sait, ça s'équilibre à chaque instant. Et les prix, en fait, dépendent des moments de la journée, des saisons aussi, mais aussi des moments de la journée. Et mine de rien, c'est pas le premier secteur. Il faut d'abord baisser sa consommation, etc. Mais consommer au bon moment, c'est un levier d'efficacité, de verdissement et aussi de baisse de la facture. Donc, historiquement, en France, on a des heures creuses la nuit. Je pense que rapidement, il va falloir qu'on en mette l'après-midi. Si je prends l'exemple d'une journée comme hier ou aujourd'hui, les prix les plus bas sur le marché d'électricité, hier, aujourd'hui, c'était de l'après-midi, à 15 heures. Photovoltaïque qui arrive, en Europe, c'est 40 gigawatts par an. Nous, on va en faire 4, 5, on va essayer. Les Allemands, ils en font 20 l'an prochain. Les Espagnols, ils en font 10. Donc, ça se sent sur tout le marché européen d'électricité. Donc, on va changer de paradigme, on va changer de façon de consommer au moins l'électricité. Et l'utiliser au bon moment, c'est l'avoir moins cher. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas très connu, que j'essaie de populariser un peu partout. Alors, il faut qu'on le travaille pour que les offres des fournisseurs viennent, mais si les consommateurs les demandent aux fournisseurs, ça ira mieux. Et je finirai juste en disant, attention, parce que quand je parle avec des clients tertiaires, j'étais à Vélizy récemment, c'est une grande entreprise qui me dit, mais nous, de toute façon, le contrat d'électricité, il est négocié par la direction des achats, c'est un service généraux, on négocie un prix moyen, et puis voilà, le détail par journée, on s'en fiche. Et celui qui me disait ça, c'est celui qui gère le chauffage, c'est celui qui gère le froid et qui me dit, mais moi, je pourrais moduler, je pourrais faire des trucs. Parce que les pointes dont on a parlé cet hiver, là, les alertes éco-watts, etc., potentielles, finalement, ce qu'on découvre quand on creuse, c'est que c'est quelques heures dans la journée. C'est pas comme autrefois, on disait c'est une journée difficile rouge. Non, c'est quelques heures, c'est 3 heures le matin, 2 heures le soir, quelque chose comme ça. Si on évite ces pointes, la facture, elle va baisser, on n'aura pas de problème d'alerte éco-watts et autres. Et donc, c'est d'intérêt pour tout le monde. Donc voilà, arriver à décaler des choses de 2 heures, 3 heures, c'est fondamental. Pour ça, il faut relier le prix avec des prix variables et puis la gestion technique dans les bâtiments, dans les réseaux, etc. Et stocker ce qu'on peut. Excusez-moi, je suis un peu long peut-être, mais j'insiste, la chaleur, ça se stocke puisqu'il y a de l'inertie, quand vous créez du froid, vous le gardez. Et puis, l'éléphant dans la pièce qui arrive à côté, c'est le véhicule électrique, c'est pas le sujet du jour, mais dans la gestion des bâtiments, des villes, toutes les bornes de recharge, c'est pareil. Faut pas que ça charge à 9h le matin quand les gens arrivent au bureau, faut pas que ça charge à 19h quand on arrive à la maison. Et c'est facilement décalable, il n'y a aucun inconvénient à le faire. Par contre, il faut qu'on le fasse collectivement. Merci. Paulo Camejo, vous percevez une accélération des investissements dédiés aux réseaux de chaleur et de froid, on l'a un peu abordé tout à l'heure. Quel accompagnement pour les communes et notamment pour un premier investissement ? Oui, il est vrai qu'on constate quand même une accélération du développement des réseaux de chaleur et de froid depuis quelques années.
Ça a commencé en 2019-2020. Il y a eu un GT ministériel qui a fait 25 mesures favorables au développement des réseaux de chaleur et de froid. Il y a eu des incitations financières. Je vais citer un coup de pouce raccordement qui a fortement aider le raccordement des réseaux. Il y a eu l'ADEME qui a fait un AMI pour une ville, un réseau pour donner envie à des réseaux, enfin des communes de faire des réseaux. Et aujourd'hui, on constate, les membres du syndicat national du chauffage urbain constatent effectivement, on va dire un x4 à x5 dans les demandes de raccordement entre l'année dernière et les années précédentes. En fait, c'est lié effectivement aux courbes du prix de l'énergie notamment et à toutes ces mesures incitatives. Et on constate aussi au niveau de tous les opérateurs qu'aujourd'hui les réseaux de chaleur qui sont en renouvellement, quand le contrat s'arrête et qu'il y a à nouveau une procédure pour désigner un heureux concessionnaire, c'est pas vraiment le même réseau qui est remis en compétition. Il a été la taille du réseau est souvent multipliée par 2 ou par 3. On constate effectivement un triplement des réseaux. C'est-à-dire que le réseau existait sur un petit quartier et tout d'un coup, au moment où la concession est relancée, la ville souhaite l'élargir à d'autres quartiers, voire le centre-ville en fait. Alors tout ça, ça se traduit effectivement sur le terrain, ça se traduit aussi par des besoins d'accompagnement supplémentaires, parce qu'on le voit là sur le schéma, l'équation est difficile sans aide, l'équation elle ne boucle pas. Et l'outil principal de financement des réseaux, c'est le fonds chaleur en fait, qui existe depuis 14 ans. Qui a aidé plus de 1700, mais l'ADEME connaît les chiffres par cœur, mais plus de 1700 installations. Moi, ce que j'aime déjà retenir dans le fonds chaleur, c'est que c'est de l'argent bien investi, parce que 1 euro du fonds chaleur, c'est 4 euros d'investissement sur les territoires, parce que ça n'aide une partie. C'est le cas de la géothermie de Vélizy où on voyait les chiffres tout à l'heure. Il y a quelques millions d'argent public, mais après il y a du financement privé, donc 1 pour 4. Donc déjà, c'est un investissement sur les territoires. Et l'autre chiffre que j'aime bien rappeler, c'est qu'au prix du gaz qui a été montré sur le slide précédent en 2022, l'ensemble de l'argent public investi par le fonds chaleur depuis 14 ans, un peu moins de 4 milliards si je fais un gros arrondi, a été remboursé sur la balance commerciale de la France. Dit autrement, en un an, l'ensemble des 14 ans d'aide, la France l'a remboursé sur une année. C'est quand même le meilleur investissement que je connaisse en fait. Après, la difficulté du fonds chaleur, c'est un outil merveilleux, mais en fait, il est beaucoup trop petit. Il est totalement insuffisant en fait. Il est certes doté de 500 millions à 520 millions d'euros en 2022, ce qui était beaucoup plus que l'année dernière. C'est très bien, mais l'ADEME aujourd'hui a en portefeuille, avec tout ce que je disais comme accélération sur des réseaux, nous a parlé l'autre jour d'un portefeuille de projets et il faudrait 900 millions dès cette année en fait. Donc on n'arrive pas. On va parler dans la prochaine table ronde. Voilà. Donc en fait, il y a quelques mois, le syndicat on disait on voulait 1 milliard dans le fonds chaleur, donc finalement on avait raison. Alors on va arrondir, on n'est plus à 100 millions près en fait. Et je dirais avec les ambitions de la PPE, parce que je rappelle que la France est en train d'écrire sa feuille de route pour 2030-2000. C'est pas 1 milliard qu'il va falloir, mais je sais pas quel est le chiffre précis, mais c'est plutôt entre 1,5 et 2. Et surtout, il faudrait que ça soit pérennisé dans la durée, parce que c'est vrai que c'est pénible d'avoir à discuter de l'argent du fonds chaleur tous les ans dans le cadre d'une loi de finances et de faire les marchands de tapis, alors qu'on est sur des projets de long terme et les exemples qui ont été présentés autour de cette table ronde nous le montrent en fait. On en parlera justement tout à l'heure. Benoît Ricard, assez rapidement, il va falloir qu'on active un petit peu. Qu'en est-il? Je voulais aussi parler de la restitution quand même en fin de cycle, parce que c'est aussi une concession. Très rapidement sur la restitution en fin de cycle. Alors, comme on part sur des périodes longues, il est important que les acteurs s'entendent sur les étapes annuelles, enfin en tout cas la fréquence des étapes au cours desquelles on va regarder ce qui est investi, ce qui est entretenu, et donc ça passe par un plan de GER, comme on dit dans le jargon, de gros entretiens, renouvellement, de façon à ce que la collectivité ou l'acteur qui récupère les installations in fine quand c'est une DSP ou un bail civil récupère des installations qui soient évidemment en bon état. Donc ça se suit, il y a des comités qui peuvent être annuels ou 2 fois par an, de façon à observer aussi les performances du réseau par rapport à ce qui était attendu.
Je voulais également aborder la facture et les renégociations de tarifs. Est-ce qu'il y en a eu, Pascal Thévenot, des renégociations de tarifs? Et autre question, on parlait tout à l'heure du R1 et du R2. On voit bien que finalement, on peut consommer plus, mais finalement, la facture ne va pas tellement changer. Est-ce que ça pousse à la sobriété? Est-ce qu'on a besoin de communiquer aussi auprès des utilisateurs? Alors, comme vous l'avez vu, en fait, non, je pense pas. J'ai pas de slide sur ça. Mais le tarif, en fait, il y a pas depuis qu'on est au géothermie. En fait, quand on était gaz, on suivait finalement c'est le R1 que vous avez là qui a explosé, puisque le réseau de chaleur lui était amorti, donc le R2 était très faible. Mais là maintenant, l'avantage qu'on a eu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que maintenant, notre but avec la géothermie, et on va vouloir passer à 100% avec ce qui a été dit, il y a un gros data center qui va s'installer de 150 MW, donc ça va nous permettre de pouvoir avoir une énergie dite totalement verte, et d'avoir de nouveaux clients aussi, puisqu'il y a notamment dans le tertiaire, encore, on n'a que 20% du tertiaire qui est raccordé au chauffage urbain. Maintenant, il y en a beaucoup plus qui veulent l'être. Et puis, on a aussi la base aérienne, c'est 3500 personnes. Base aérienne qui est aussi chère à André Santini et qui veut être raccordée au réseau de chaleur. Donc là, maintenant, c'est trouver d'autres sources qui nous permettent, dans la perspective d'être totalement indépendants, parce que c'est vrai que, vous l'avez compris, moins on dépend de nos gouvernants, mieux on se porte, parce qu'ils ont toujours de mauvaises idées. Et le fait d'être avec de la géothermie, tant qu'ils n'ont pas inventé une taxe sur la géothermie, on est à peu près, voilà, on est en gestion autonome. Et donc là, c'est de continuer là. Le réseau de froid va participer de la même manière. Et puis maintenant, on regarde même à travailler sur du photovoltaïque, pas pour être indépendant au niveau électricité, mais au moins pour pouvoir développer de manière indépendante une partie de notre besoin en électricité, parce que certes RTE produit, mais comme ça vous a été montré, c'est pas RTE qui fixe le tarif, c'est des fois des formules un peu bizarres et des mauvaises négociations qui nous font fluctuer, quoi. Yannick Jacquemart, vous parlez tout à l'heure de changement d'habitude de consommation. Comment vous percevez-vous l'évolution des consommations énergétiques? Je crois que vous vouliez aussi parler de bornes de recharge qui un peu risque de changer la donne. Oui, ce que je disais, enfin, faut réaliser que c'est ce moment de décarbonation qui s'accélère. Il faut souhaiter qu'il s'accélère et qu'on suive bien le plan. C'est l'occasion aussi de revoir un certain nombre de nos pratiques. Dans l'électricité, il y a 50 ans, il y a déjà eu une transition énergétique. On est passé au nucléaire pour l'indépendance de la France, etc. Ça nous a sécurisé nos prix pendant une longue période. Et à l'époque, ils se sont rendus compte que la nuit, ils auraient des centrales qui étaient difficiles d'arrêter pour redémarrer le matin, et donc il y avait l'électricité disponible. On a inventé le système de l'eau chaude sanitaire dans tous les ménages. Ça paraît pas si simple, mais mine de rien, il y a 10 millions de ballons en France, avec un système d'air planeur creuse compliqué à gérer. Tout. Ils ont créé ça, nos prédécesseurs. Moi, j'estime que dans cette décennie, il faut qu'on soit à la mesure, et comme on est déjà en 2023, la décennie est déjà entamée, donc il faut qu'on aille vite sur le fait que, oui, le véhicule électrique se développe très vite, oui, on va passer aux pompes à chaleur, on va développer les réseaux de chaleur, mais tout ça, c'est des usages d'électricité, comme je disais tout à l'heure, qui sont stockables. C'est pas de l'usage direct comme l'éclairage, le numérique, encore que le numérique est sur batterie pour beaucoup maintenant, mais comme l'éclairage, la cuisson, etc. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous voulez pas que ça s'allume un peu plus tard. Le chauffage, le froid, les batteries, par nature, c'est décalable ou au moins modulable. Et donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne à caractériser dans tous les bâtiments nos usages entre ce qui est décalable, ce qui est modulable et ce qui est effaçable en cas de problème ou de prix très élevé et qui du coup devient une opportunité. Et moi, je propose qu'on ait ces trois catégories d'usage. Donc, le véhicule électrique, c'est énorme. Quand je regarde certains bâtiments tertiaires, ils font 200, 300 kW de puissance électrique, puis ils installent des bornes. Alors, l'autre jour, il y en avait un qui me montrait, ils étaient très fiers de leur borne superchargeur rapide à l'entrée pour les visiteurs. Il y avait 2 fois 150 kW. Ça fait 300, ça fait autant que le bâtiment.
Alors c'est pas toute la journée, mais il suffit de brancher 2 voitures et ça consomme autant que le bâtiment finalement. Et puis à l'arrière, ils ont un parking pour les salariés et là ils prévoient d'installer 30 bornes de 7 kW, 3 x 7, 21, ça fait 210. Donc finalement, on va tripler la puissance électrique du bâtiment juste pour cet usage-là. Donc faut faire attention sur les réseaux en amont, les réseaux de distribution, sur la puissance pour les clients. Et alors qu'il suffit de bien le programmer et que franchement on a tous des smartphones et qu'on a tous des applications et qu'on est quand même en 2023, on sait faire. Je suis assis à côté d'André Santini, dont la ville est quand même pionnière en la matière. Donc je pense qu'on sait faire. Il y a des gens qui savent faire ici les Moulineaux et ailleurs. Donc ce serait quand même dommage qu'on soit pas à la hauteur de ce que les prédécesseurs ont su faire il y a 50 ans. Ça paraît simple quand on le dit, il faut que collectivement on arrive à le faire dans le secteur, au moins l'électricité. Monsieur le maire, vous vouliez revenir sur la question? Oui, je vous ai pas répondu sur le côté baisse de la consommation. Aujourd'hui, on n'est pas à 100% encore d'ENR, donc on fait pression et ça a été entendu notamment avec des copropriétés où les copros voulaient laisser leur température à 21 degrés. On leur a fait pression pour qu'ils baissent aussi à 19, puisque c'est ce qui nous a permis de passer de 65 à 70, c'est pas grand chose. Mais si on continue à avoir des économies, tant qu'on n'est pas à 100% de NR, eh ben, ça nous permettra aussi de grignoter et d'être moins dépendant au gaz en complément. Merci pour la réponse. Yannick Jacquemart, je reviens auprès de vous. Je voulais évoquer les projets d'interconnexion, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais j'aurais voulu aussi aborder les interconnexions entre la France et les pays voisins. Je trouvais que c'était assez intéressant juste de l'évoquer très rapidement. Oui, c'est une table ronde de réseaux au sens très étendu. Là, je ne vais pas vous parler de chaleur au niveau européen, mais simplement pour dire, voilà, cette énergie décarbonée, on voit que l'électricité devient un des vecteurs, hein, c'est loin d'être le seul, mais il va quand même être important. Et donc le sujet, à travers le pilotage, ce que je disais, le décalage, c'est de profiter des moments où il y a du soleil et des moments où il y a du vent. À la maille très locale, le problème qu'on a, c'est que c'est très variable. Alors le solaire un peu moins, mais le vent beaucoup. Plus on mutualise et plus on a le bénéfice et le partage des ressources finalement naturelles, alors qui peuvent être de chaleur une fois converties en électricité, mais qui peuvent être de vent notamment. Donc, je vais vous citer un exemple quand on discutait ensemble qui est pas très connu. Il y a un projet en ce moment pour relier l'Irlande à la Bretagne, par exemple. C'est un peu loin d'ici, mais pourquoi? Parce qu'à l'Irlande, ils ont beaucoup d'éolien. Forcément, il y a beaucoup de vent dans la mer du Nord, ça on se le figure bien. Et du coup, quand ils en ont trop, ils vont pouvoir l'importer sur le continent. Et puis, à contrario, quand ils auront moins de vent, ils pourront importer de l'électricité, qu'elle soit solaire, nucléaire ou autre, ou éolienne chez nous, s'il y a du vent. Et ces échanges-là, c'est la même chose qu'on retrouve à la maille de tous les territoires. Hein. Un certain nombre de régions ont cherché à regarder comment être autonome en électricité. Je pense qu'on en est revenu. Il faut faire localement tout ce qu'on peut, mais dans les moments d'abondance, quand tout le monde a du solaire, tout le monde a du soleil en même temps finalement. Hein. Donc ça vaut le coup de bien les changer. Voilà, tout ça pour montrer que ces systèmes énergétiques, il faut qu'on les revoie assez globalement. Et on a peu de temps pour ça. On a 10, 20 ans au maximum. Merci. On arrive vers le mot pour conclure pour chacun. Monsieur le maire André Santini, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même chose? Non, quand on voit l'eau, c'était quand il y a quelque temps, j'étais au fort et on a commencé là avec la géothermie et on descendait à 600 mètres. Hein, c'est pas encore Vélizy, mais c'était beaucoup, c'était les chantiers partout, et on disait aux gens, oui, mais vous allez payer 30% moins cher. Ils disaient, mon cul, où tu parles? Et puis là, ils étaient là, ils venaient dire, ah, monsieur le maire, j'ai reçu ma facture, c'est vrai. C'est tellement rare des politiques qui tiennent leurs paroles, hein. Aujourd'hui, c'est pas à la mode. Eh bien, non, il faut qu'on soit vraiment, faut qu'on ose, c'est tout. Là, je suis très lié, moi, avec la Corée, et alors, je vais avoir tout Poussin, parce que Poussin va être candidate à l'Expo universelle, et il me loue tous mes bâtiments. On n'a rien loué pour les Jeux Olympiques, parce qu'ils ont dû passer devant, mais pour Poussin, on loue le Palais des Sports, la Cité des Sports, le Palais des Congrès, et ils payent, ces cons-là, hein. Alors que les autres, on a les Italiens, les Italiennes de volley qui viennent, ils ont du mal à payer. Donc, là encore, les Coréens, ils osent. Il suffit d'aller voir dans leur ville l'urbanisme, les chantiers. On est vraiment des pauvres types. Et ils sont en guerre, hein, faut pas l'oublier. Et ils continuent à gigoter. Et le pop
coréen est aujourd'hui à la mode. C'est eux qui sont les plus forts. Nous, on est quand même, on fait un petit peu rétro, et un peu trop du cul. Alors, il faut qu'on continue. La chance qu'on a, c'est vrai que c'est la géothermie. Je tiens à dire aussi au passage que l'ADEME travaille très bien. Ça, c'est un des rares organismes en France qui sort son pognon rapidement, qui nous aide, qui nous écoute, alors que tous les autres, ils ont des problèmes. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? On connaît les varices, les hémorroïdes, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on se batte, mais profitez pour l'instant que vous avez encore des élus, parce qu'il n'y a pas d'autre solution de repli. Merci pour votre franc-parler. Vous, monsieur le maire Pascal Thévenot, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, en fait, j'irais encore plus vite. Je pense que, de toute façon, il faut prendre des risques. Là, quand on a lancé cette technique, sur le papier, ça fonctionnait, mais on n'était pas sûr. Et il y a bien un jour où on va faire quelque chose qui va pas marcher. Mais si on n'ose pas, on n'y arrivera jamais. Et je pense qu'il faut avoir une population qui a envie aussi d'avancer et qui a confiance. Et c'est en avançant avec elle qu'elle prend des risques. On n'a pas parlé de chaleur, mais les innovations, il y en a partout. Et il est clair, si je prendrais par exemple, là, maintenant, on a beaucoup d'avancements et de nouveaux projets sur de la mobilité autonome, électrique et autres. En 2014, les premiers arrêtés que je passais pour autoriser un véhicule autonome de PSA, j'étais très discret, je le faisais, mais on n'en faisait pas de pub. Maintenant, tout le monde est très fier, et je pense qu'on a encore pas mal de ruptures technologiques qui vont nous permettre d'avancer. Mais il n'y a que le progrès qui peut nous faire avancer, donc il faut que les villes soient aussi avec des territoires qui sont mis à disposition du progrès. Avançons. Benoît Ricard, mot de la fin. Mot de la fin, quand on aborde ces sujets d'implantation de réseaux urbains, il y a 5 briques à surtout pas louper. Les 5 sont nécessaires. La première, c'est qu'il faut comprendre. Donc, c'est une notion de pédagogie. Il faut que les acteurs se comprennent et il faut que les objectifs soient définis. La deuxième brique, c'est la technique, puisqu'on parle de sujets éminemment techniques. La troisième brique, c'est le slide qu'on a sous les yeux, c'est le principe financier. Comment est-ce que chaque opérateur trouve comment dirais-je, son intérêt, sinon ça ne marche pas dans ce montage général, y compris l'utilisateur final, ça c'est très important, qui doit être au cœur des préoccupations. Et puis ensuite, il y a la brique environnementale, on a parlé tout à l'heure de taux de NR et de grammage de CO2. Et enfin, la brique contractuelle. C'est sous-jacent à ces montages, il y a du contractuel. Je peux pas résister à l'envie de citer un ouvrage dans lequel on retrouve ces principes-là qui s'appelle « Fabriquer la ville durable », qui avait été rédigé sous la direction d'Olivier Ortega et qui est intéressant quand on veut se replonger dans ces éléments. Qui est là d'ailleurs? Que je salue. Paulo Camejo. Moi, je voudrais retenir effectivement de nos échanges, en fait, qui déjà décarboner la chaleur, on a besoin de toutes les énergies, donc c'est complémentaire à l'électricité et la chaleur. Il faut regarder la richesse des territoires. Moi, j'aime bien, on a beaucoup parlé géothermie, c'est-à-dire il faut déjà commencer par se dire où est-ce que je peux récupérer de la chaleur. On en a moins parlé, mais c'est quand même la première étape. Et puis après, on se dit, tiens, en fait, mais j'ai une mine d'or sous mes pieds, mais faut-il pouvoir l'exploiter? Et on l'a vu aussi, la complémentarité, dans les exemples d'ici, on a parlé stockage. Il va falloir qu'on accélère aussi sur les réseaux à stocker plus de chaleur pour éviter les pointes et pas simplement, on le faisait sur le froid, mais c'est la complémentarité des systèmes en fait. Et on a devant nous quand même une grande marche à faire effectivement avec peu de temps pour 2030. Il va falloir aller très très vite, mais c'est vrai que c'est avec un gros travail collectif, j'ose y croire moi. Merci. Justement pour 2030. Yannick Jacquemart, pour la fin, je voulais juste que vous abordiez en deux mots une étude que vous avez publiée avec 6 scénarios de mix énergétique et que vous réactualisez jusqu'en 2035. Mais très bien. RTE a publié il y a 1 an ou 2 une étude qui avait pas mal fait de bruit, Futur énergétique 2050. Elle reste d'actualité. Souvent, on nous pose la question en disant mais ça, c'était avant la crise des prix dont j'ai parlé, etc. Mais alors, du coup, ça change tout. Vous n'y croyez plus. Il faut tout rechanger. Non, il faut pas rechanger la vision 2050. Par contre, ce qui est clair, c'est que ce qui arrive très fortement, c'est une accélération sur la première étape, sur 2030. Donc, on a lancé un travail qui devrait sortir à l'été,
d'actualisation en regardant tous les secteurs. Et par exemple, dans les choses qui ont changé, hein, pour en citer deux, la mobilité lourde, il y a 2 ans, les camions, on nous disait, ben non, ce sera l'hydrogène, etc. Et maintenant, les constructeurs nous disent, ben non, on va passer à l'électrique. Bon, mais ça, on n'avait pas considéré. L'aviation, maintenant, qui commence à dire, ben, de toute façon, il va falloir décarboner. Alors, ils vont pas passer à la batterie électrique, mais ils veulent du carburant synthétique qui va se faire à partir d'électrolyse, à partir d'hydrogène, qui va lui-même être produit à partir d'électricité verte. Donc, c'est une très forte hausse de la consommation électrique qui se profile, hein, ce que je disais. Du coup, c'est une course entre la capacité à produire de l'électricité décarbonée, que ce soit nucléaire, renouvelable, etc. Moi, je tranche pas entre les énergies. On a besoin de tout. Sobriété aussi. Tout ça, il faut le faire de façon raisonnée. Donc, il faut s'appuyer sur tout ça pour un enjeu qui, pour le coup, je trouve est passionnant, parce que c'est un vrai enjeu de fond d'arriver à décarboner notre économie très vite, source de progrès, mais en utilisant toutes les techniques, hein, ce qui a été dit. Et donc, voilà, je vous donne rendez-vous à l'été pour ceux que ça intéresse, pour des scénarios détaillés 2030-2035 sur toute l'électricité, mais en tenant compte de l'ensemble de ce qui est faisable par les autres énergies, évidemment. Le rendez-vous est pris. Nous avons dans la salle Christophe Rodriguez, qui est le directeur de l'IFPEB, qui aime bien poser des questions un peu saillantes. Donc, la question qui fâche ou la question qui pique de Christophe Rodriguez, c'est à toi, si tu veux bien venir. Si, c'est que pour toi. Très bien. Bonjour, merci à vous pour vos interventions extrêmement riches. Donc, lourde est ma responsabilité puisque je dois poser des questions qui piquent. Non, j'ai juste 2 questions très brèves que je vais poser. La première est pour Yannick Jacquemart. L'année dernière, il y a eu énormément de ramdam médiatique autour des risques d'approvisionnement, de rupture d'approvisionnement du système électrique. Finalement, tout s'est bien passé. N'avez-vous pas un peu crié au loup? Ça, c'est ma première question. Merci Christophe. Non, mais c'est l'occasion d'expliquer que non, bien sûr que non. On a vécu un hiver où on a regardé la situation de près tout l'hiver. Pourquoi il n'y a pas eu d'alerte éco-watt, puisque c'est ta question? Il n'y a pas eu d'alerte éco-watt parce qu'il y a eu une baisse historique, absolument historique de la consommation, où tout le monde en a parlé, de la sobriété. 9% de baisse de consommation par rapport à un hiver normal, à climat normal, hein, corrigé du climat. 9%. C'est tout à fait énorme, c'est plus que pendant la crise financière de 2008. On s'y attendait pas. Donc en fait, il n'y a pas eu d'alerte parce que la consommation a baissé avant qu'on ne demande de la baisser spécifiquement. 9%, ça veut dire l'équivalent de 8 réacteurs nucléaires, si vous voulez, en puissance sur une journée d'hiver. Donc il nous en manquait 10, pour faire simple. Il y en a eu 8 rien que là-dessus. Et voilà. Donc le 12 décembre, on est passé très limite. Hein. On a hésité tout le week-end pour savoir si on lançait une alerte éco-watt ou pas. Finalement, on l'a pas fait. On est passé avec 1% de marge. On a resimulé l'hiver s'il n'y avait pas eu cette baisse de consommation. Pour vous donner des chiffres très précis, on aurait eu 7 alertes oranges et 2 alertes rouges. Donc rien que la baisse de consommation qu'on a eue cet hiver, alors elle est liée au prix, elle est liée à plein de choses, mais en attendant, ça a été efficace et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'alerte. Merci beaucoup. Si j'ai le temps pour une deuxième question très brève. Donc là, c'est une question qui s'adresse plutôt à messieurs Thévenot et Santini. L'un des dénominateurs communs dans les projets très inspirants que vous nous avez présentés, c'est le choix d'un montage avec un opérateur privé qui finalement apportait tout ou partie du financement des installations. Ma question est la suivante. Doit-on en déduire que la boîte à outils de la commande publique n'est pas adaptée à ce type de projet ambitieux? Première question. Et puis la deuxième, pourquoi est-ce qu'on a vu Élise Lucet de façon subliminale 3 fois dans les slides? Peut-être que c'est un lien avec ma question d'ailleurs. On a vu Élise Lucet à plusieurs reprises de façon subliminale. Donc voilà, on s'est demandé si ça avait un lien avec la réponse à ma question. Oui, alors, Je laisse répondre sur Élise Lucet. Oui, parce que finalement, quand on s'associe à un privé, et Élise Lucet, elle était venue, alors quand elle avait appelé pour comment réagissaient les collectivités par rapport à la crise énergétique. Et mon co-actionnaire Engie, quand j'avais dit oui, il tremblait. Et finalement, on arrive même avec des systèmes comme ça, quand ça marche, et quand des élus s'engagent, à obtenir la sympathie d'Élise Lucet. Donc c'est quand même pas mal. Elle avait lancé tous ces sujets depuis la géothermie, depuis Vélizy. Mais oui, je pense que après, c'est ce qui a été dit, hein, sans l'ADEME, on n'aurait pas pu maintenir le prix, sans la région non plus. Mais ça permet d'avoir une rupture technologique et avec peut-être des subventions qui seront moindres dans les géothermies suivantes, puisque la technique va avancer et qu'on saura mieux faire.
Mais je pense que avec un partenaire, un maire qui s'engage et un privé qui a son modèle aussi économique, la subvention doit accélérer quelque chose qui fonctionne, mais si on lance quelque chose qui ne marche que par la subvention, ça veut dire que de toute façon, ça sera un échec. Et ça, c'est plutôt une vision d'entreprise. Mais je pense que je vais laisser André Santini finir, mais il vous faut des élus qui savent s'engager et qui savent lire un bilan, un compte de résultats et qui aient envie aussi d'avancer dans la technologie. C'est la croissance verte. Pour moi, c'est pas un vain mot. Juste un mot, la semaine dernière, dans Le Monde, une page sur le syndicat des eaux que j'ai l'honneur de présider depuis 30 ans, géré par Veolia, et qui disait c'est le seul syndicat qui fournit de l'eau réellement pure. Parce que tous les autres qui m'ont fait chier depuis 20 ans, les membranes, c'est un brevet américain, ça dure que 5 ans, oui. Mais il n'y a que les membranes aujourd'hui qui arrêtent les perturbateurs endocriniens, qui arrêtent les différents éléments, qui fournissent une eau pure, alors que les Français, aujourd'hui, continuent à monter dans leurs ascenseurs avec des bouteilles en plastique qui vont après polluer la Méditerranée. Bon, quand je vois les petits vieux avec des bouteilles en plastique, je dis putain, vous avez l'eau du robinet qui est vraiment 150 fois moins chère et vous continuez à faire des conneries. Bon, eh bien, c'est comme ça. Nous, on a réussi une page dans Le Monde, j'en revenais pas. D'ordinaire, vous les savez, ils sont un peu cultéreux, bon, et ils nous emmerdent. Et là, on a un brevet parce que dans la nouvelle configuration qu'on propose, c'est l'eau sans calcaire, sans chlore, sans perturbateur endocrinien, sans plastique. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ça, pour faire plaisir à mon copain de Vélizy, ça vient de la fusion des intelligences du public et du privé. C'est un très bon alliage et ça fonctionne très bien. Et là, bizarrement, on va travailler comme ça. C'est bizarre quand même. Hein. Et vous allez tous boire de l'eau du robinet pure, pas chère et saine.